Il reste 15 matchs, je pense, si je m'abuse. La mission, c'est de se qualifier pour restant dans les séries. Ceux qui aller en première ligue, c'est ça. Et après, là, on va adresser de voir quel type de coach et de profil de coach on a besoin. Mais c'est normal qu'il ait un contrat juste en mai. C'est très, très rare qu'un entraîneur adjoint soit prolongé sans qu'on voit s'il est capable de livrer la marchandise. C'est ça. Joueur moyen. C'est un bon joueur qui s'est blessé grave. Juste pour terminer sur Gladmat, le contrat. Je suis pas d'accord, mais c'est pas grave. Thierry Henry, il était pas au Real Madrid. Il s'est blessé. C'est pas parce qu'il s'est blessé. Il était pas... Bref. On va pas faire un débat sur Woodgate. Moi, je trouve que c'est un joueur moyen. C'est un joueur moyen. Non, il avait pas le niveau Real Madrid comme tout. Real Madrid, à ce moment-là, 2004-2007, il faisait n'importe quoi, là. Mais tout ce que je dis, genre, c'est pas un joueur moyen, c'est un bon joueur d'IPL. Faut arrêter, là. Il se blesse grave. Il aura une meilleure carrière que ça. Faut pas arrêter. Je trouve que tu exagères. T'es trop binaire sur ça, là. C'est tout. Ok. Est-ce que quelqu'un peut répondre à Gladmat s'il y en a qui savent? Son contrat, c'était un contrat de 2 ans plus une année d'option. Donc, il écoule la deuxième année. Ok. Donc, on va terminer sur ce sujet-là. Et juste avant de passer au sujet de Nilton sur qui va nous expliquer le nouveau statut de DP pour moins de 22 ans, j'aimerais remercier ceux qui nous supportent au-delà des Patreons. La marque Rotoutine qui fait du streetwear lifestyle et surtout la Forge du Malte, cette microbrasserie qu'on aime tant, qui est à Trois-Rivières et qui fait des bières extraordinaires. J'en ai pas goûté, mais tous ceux qui sont au podcast l'ont fait et elles valent vraiment le détour. Donc n'hésitez pas à aller vers eux. Ils vous donneront leur point de vente également et verront un petit peu s'ils peuvent vous livrer ou quoi que ce soit. Donc encore merci beaucoup à eux de nous soutenir dans cette aventure depuis le début. Il faut le souligner. Prochain sujet, c'était Nilt. Tu voulais nous parler du projet Under 22, c'est-à-dire éventuellement un nouveau statut d'épée pour les moins de 22 ans. Qu'est-ce que ça changerait? Qu'est-ce que ça amènerait? Est-ce qu'il y a quelque chose qui change pour les clubs fondamentalement ou pas? Oui, ça pourrait être quand même assez majeur. Juste pour mettre un peu de contexte avant de montrer la slide. Là. Oui. En 2016, la MLS a commandé une étude externe pour un petit peu évaluer son positionnement, ses forces et faiblesses de la MLS, pour voir comment elle pourrait évoluer dans le futur. En 2016, ils ont obtenu une copie depuis... Il y a beaucoup de choses depuis 2016 que la MLS a adapté comme comportement, comme règlement, comme positionnement. Il y a beaucoup de choses qui, quand on voit cette étude-là, ça fait du sens. Entre autres, en 2016, ce qu'ils ont eu comme constat principal, c'était que les amateurs de foot, en général, voyaient la MLS comme c'est un peu normal aussi, là, c'est comme une ligue de deuxième ordre. Il manquait cette qualité-là pour que l'amateur de la Juve passe à LA Galaxy puis sans trop de problèmes, que oui, tu es habitué à un certain niveau la fin de semaine, mais quand tu passes de ton foot matin, après-midi, tu es rendu au soir pour la MLS, mais il y a un gros clash. Donc, cette qualité-là faisait un gros défaut et ça pouvait expliquer le problème des assistances, ça pouvait expliquer le problème des contrats de diffusion, ainsi de suite. Et c'est pas pour rien qu'en 2017, ils sont arrivés avec le concept du TAM Player. Oui, il y avait eu le fameux, je vais mettre tout de suite la slide pour comprendre un peu. En 2007, il y a eu le statut de DP qui est arrivé, entre autres, principalement le statut de DP est arrivé pour Beckham. Le DP a créé tout ce buzz-là autour de la MLS. On pouvait faire venir ces stars-là en MLS, mais concrètement, la qualité d'une équipe était trop centrée sur l'absence ou la présence de ce joueur-là. Et ici, il y a une petite erreur dans la slide. Là. J'ai mis 2015, mais c'est 2017. Est arrivé le concept de TAM Player parce que l'objectif, c'est d'améliorer le 11 partant et avoir seulement 2-3 DP, ça limitait la qualité de ces joueurs-là. Et en 2017, avec le concept de TAM, on pouvait aller chercher des joueurs de très bonne qualité, pas nécessairement des superstars, mais qui allaient rehausser le niveau de la ligue et de chaque équipe. Là, ce qu'on essaie de faire en 2021, c'est encore c'est plus qu'un projet, on n'a pas encore exactement tous les règlements qui vont être associés à ce projet-là, mais la MLS, ce qu'on appelle, certains appellent ça comme après avoir du TAM Money, après le DP Money, on parle un peu du concept du Young Money. C'est un règlement pour aller améliorer la présence de joueurs de moins de 22 ans, la qualité de ces joueurs-là. En gros, ce qu'on veut faire, c'est orienter. Garber
veut pas que la MLS devienne un Far West où les propriétaires les plus riches vont chercher à gauche, à droite les stars qu'ils veulent parce qu'à l'intérieur même du groupe, il y a une espèce de clash là, entre les propriétaires très riches qui veulent dépenser et ceux qui le sont un peu moins puis qui veulent contrôler. Garber, lui, ce qu'il veut faire, c'est un petit peu canaliser les acquisitions des joueurs, faire une espèce de template, si on veut, un gabarit, et aussi, et c'est un truc qui est assez récent, depuis 2 saisons peut-être, Garber a beaucoup eu de difficultés avec ce concept-là, mais maintenant, il l'accepte et il veut aussi le faire accepter à ses propriétaires. C'est qu'il veut positionner la MNS comme une ligue vendeuse, une selling league. Très, très rapidement, il a compris que faire de l'argent dans cette ligue-là, c'est pas seulement avec le guichet, c'est pas seulement avec des contrats de télé, mais c'est aussi avec les joueurs. Le capital, l'actif va faire en sorte que cette ligue-là pourra éventuellement survivre sans l'expansion. L'expansion aide beaucoup à garder le cash flow, mais éventuellement, quand cette équipe-là va avoir son lot d'équipes assez stable, l'entrée d'argent, si elle ne se fait pas nécessairement par des contrats de télé, il va falloir qu'elle se fasse avec les joueurs. C'est bien d'aller chercher des vieilles vedettes à la Drogba, à la Beckham, à la Zlatan, mais si on veut vivre au point de vue financier, c'est aller chercher ces jeunes-là et être capable de les revendre un peu. Et là, oui. Juste, excuse-moi de te couper, parce que j'essaie de comprendre aussi. Est-ce que concrètement, ça pourrait inciter donc des clubs à changer leur politique et donc à aller prendre des talents ou en tout cas créer des partenariats peut-être avec des clubs, comme tu l'as dit, de niveau européen par exemple, ou des choses comme ça pour faire venir s'aguerrir des jeunes talents? Ce que Garber veut surtout faire, c'est quand il voit une équipe, par exemple, il y a de la pression des propriétaires d'Atlanta, de LA pour enlever les limites de DP. Ils sont à 3, ils aimeraient monter à 4 et 5. Garber, lui, ce qu'il dit, c'est si vous avez l'argent, arrêtez d'aller chercher des joueurs de 28, 29, 30 ans et plus. Prenez cet argent-là. Allez les chercher, les jeunes pépites, un peu à travers le monde, que ce soit en Amérique du Sud ou ailleurs. Allez les chercher ces pépites-là parce que l'argent que vous avez va nous aider à la Ligue. Une fois que vous allez chercher ces pépites et que vous allez revendre ces joueurs-là à l'extérieur de la MLS, ça va donner un saut de qualité aussi à la MLS. Ce qu'ils veulent, c'est que plusieurs Alphonso Davies sortent de la Ligue et qu'ils réussissent et qu'après coup, tout jeune joueur qui va arriver dans la MLS et qui réussit, mais il y a déjà cet historique-là, un peu comme au Portugal. Dès qu'il y a un joueur qui commence à être bon à Benfica, il ne reste pas là 3 ans, là, c'est assez rare. Là. Dès les 6 premiers mois, on se rappelle de tel joueur qui est sorti de l'académie. On est prêt à mettre les 40, les 50 millions. Donc, en gros, c'est l'objectif de la Ligue. Mais du coup, ça ferait 1 à 3 DP en moins de 22 ans et 1 à 3 DP plus de 22 ans pareil, ça ferait 6 DP ou c'est... Vas-y, t'en explique. Oh, pardon. En gros, le mécanisme prévoit que si tu vas chercher un joueur de 22 ans et moins, le coût de transfert peut être illimité. Donc, il ne fait plus partie du cap hit. Contrairement à n'importe quel joueur présentement, quand tu vas chercher un joueur via, par exemple, Johnson, s'il a coûté, disons, 500 000 et qu'il coûte, disons, 1,5 million, le cap hit doit tenir compte du coût d'acquisition. Dans ce cas-ci, si tu vas chercher un joueur en bas de 22 ans, mais son coût d'acquisition peut être limité, il ne vient pas impacter ta masse salariale. Là, ça devient très, très intéressant. LA, par exemple, est capable d'aller chercher la pépite brésilienne s'il n'y a pas de limite au niveau du cap hit. La seule contrainte pour l'instant qui semble être imposée, c'est le salaire maximum. On vise le maximum du cap hit, là, donc un joueur ne pourrait pas gagner plus que 612 000 et ce montant-là devrait augmenter d'année en année. Donc, c'est la seule limite imposée pour l'instant. Mais ce qui est avantageux, c'est que si tu vas chercher un jeune joueur qui, disons, qui coûte 20 millions de dollars, là, et son salaire est de 500 000 seulement, le cap hit est prévu pour être encore plus bas que ça. Un Young DP ou un Under 22 player devrait avoir une charge salariale qui devrait se situer entre 150 000 et 200 000 seulement. Donc, ça devient hyper intéressant. Si tu vas chercher un très, très bon jeune joueur et qui va juste être impacté de 200 000 sur ta masse salariale, ça devient un très, très gros incitatif. Donc, Nathan, si je prends un exemple. Donc, un exemple bête, les gars, riez pas là. Mbappé, tu le ramènes, il te coûte 200 millions d'euros de transfert.
Il vient, tu peux le faire. Mbappé, Mbappé, il ne prendra pas seulement 600 000 là, exactement. c'est ça le problème. Imagine que tu lui donnes 600 000 $, tu lui donnes le reste dans des mallettes là, et des enveloppes brunes. Pour le salaire est payé. Son cap hit va tout le temps être 200 000 $, même s'il est payé 600 000 $. C'est ça. Exactement. Ouais. Entre 150 et 600, Et là, puis, de mettre ça dans certaines conditions. Ouais. et c'est pas une question pour toi en général, je te vise pas là, mais dans quel monde est-ce qu'un joueur coûterait plus que 5 millions en transfert, faire un salaire en dessous d'1 million $? C'est ça que je comprends pas. Je sais pas. Moi, je trouve ça bizarre. Je sais pas. Mais moi, il y a un autre truc qui m'interpelle, Nilton, dans ta slide, c'est le dernier, le nombre. Tu dis entre 1 et 3 sur le nombre de DP signés à leur âge. C'est-à-dire, parce que là la règle, c'est 3 DP, c'est ça? Oui, exactement. Là, Oui, vas-y, continue ta question. Non, donc ce que je comprends pas, c'est Young, Young DP. Est-ce qu'il s'ajoute au DP déjà autorisé? Là, c'est tout le temps, tu sais, la MLS ne fait jamais des choses très, très simples. Et à chaque fois qu'ils prennent une décision, il faut que tu penses à cette grille d'analyse-là, de décision. Oui, ils veulent améliorer, pousser la qualité de cette ligue-là vers le haut, mais sans nuire à cette fameuse parité. La parité, c'est aussi un concept là, en Amérique du Nord hyper important, trop pour certains propriétaires. Donc, c'est pour ça que le nombre de joueurs, les under 22 players, va être lié au nombre de joueurs DP que tu vas avoir dans ton équipe. Par exemple, Toronto FC, qui ont 3 DP d'un certain âge, parce qu'ils vont pas laisser une équipe comme ça aller chercher 3 autres under 22 pour devenir une super puissance. Oui, exactement. Okay. Il va avoir un truc où, par exemple, si tu as 3 DP, mais et que tu as un DP là-dedans qui est en bas d'un certain âge, ils vont te permettre un certain nombre. Ça, c'est pas encore clairement établi, mais une chose est certaine, ils vont pas te permettre de te pacter un méga club de cette façon-là parce qu'ils veulent quand même garder un certain niveau de parité. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce statut-là peut rester assez longtemps pour un joueur. Pour obtenir cette condition-là de under 22, il faut que dans la première année de ton contrat, dans la première saison de ton contrat, il ne faut pas que tu atteignes 23 ans. Donc, tu vas chercher un joueur. Si ta première saison, tu n'as pas 23 ans, il reste young depuis. Et par la suite, il va garder ce statut-là jusqu'à son 25e anniversaire. Donc, ce joueur, comme tu as expliqué tantôt, Sofiane, si tu vas chercher une pépite puis qu'elle est très, très, très bonne et que tu nécessairement t'attends et tu le convaincs de ne pas partir de la MLS si rapidement, mais tu es capable d'avoir un avantage salarial très, très important et qui pousse la qualité de cette équipe-là et éventuellement de la Ligue vers le haut. Juste, Nilton, il y a Richard qui nous demande... Julien, c'est vrai que c'est pas une règle encore, Julien. C'est une rumeur, hein, pour dire. Non, je sais, mais... Ah, ok, d'accord. Mais est-ce que... Lui nous demande si... Je sais pas si tu connais ce cas-là, mais le cas de Brenner à Cincinnati, est-ce que ça s'appliquerait? Il y a plusieurs millions son transfert. Mais il y a plusieurs équipes qui ont commencé à faire des acquisitions avec ce concept-là en tête, parce que c'est pas... Oui, c'est une rumeur, mais c'est un concept qui avait déjà été évoqué lors de la convention collective. C'était déjà en pourparlers. Donc, oui, certains clubs commencent à engager, commencent à faire du recrutement en pensant à cette règle-là qui s'en vient. Et il n'y a pas juste... Ce qui est intéressant aussi, c'est pas seulement au niveau du recrutement, il y a aussi au niveau de la protection des joueurs de l'académie. Un under 22 peut être appliqué, oui, dans des joueurs acquis par des transferts, mais si tu as une pépite dans ta propre académie, tu peux utiliser ce concept-là. On a juste à penser, par exemple, à McKinney, qui est sorti de Dallas, de l'académie, sans signer un contrat, parce que le statut de home ground était tellement ridicule qu'il n'était pas intéressé. Il sort de l'académie de Dallas, il s'en va directement à Schalke. Là, aujourd'hui, il joue à la Juventus. Là, les Américains sont tellement énervés avec ce joueur. À chaque fois qu'il touche un ballon, on voit des vidéos. Et ce que la MLS veut faire, c'est s'organiser pour que ces pépites de leur propre académie puissent rester en MLS pour qu'on puisse associer le succès européen qu'ils vont avoir, associer ce succès-là à la MLS. Ils veulent que quand McKinney passe de Schalke à la Juve ou à d'autres clubs,
Mais le prochain jeune qui sort de l'académie, il va dire oh, attention, c'est le prochain McKinney, c'est le prochain Davis. Ils veulent ces histoires-là pour pouvoir hausser le niveau de la réputation internationale pour qu'éventuellement toute cette machine-là d'argent, de transfert soit associée à la MLS et qu'on génère des revenus de cette façon-là. Pour répondre à Alain, parce que lui, il nous demande si le CF Montréal va jouer dans ce territoire-là, ça correspondrait finalement à la vision qu'essaye d'imposer un peu Olivier Renard, non? Tout à fait, mais c'est pas pour rien que depuis 1 an, tu sais, quand j'ai dit, il ne faut pas oublier la fameuse étude commandée par la MLS il y a déjà presque 5 ans, où on dit, voici comment que la MLS doit évoluer et se positionner dans un marché international. C'est pas pour rien qu'on est allé chercher un directeur technique avec l'expérience dans les marchés de transfert qui est capable d'aller chercher. Tu sais, quand on a signé Renard, on a sorti ces histoires où il est allé chercher tel joueur en Afrique et revendu quelques millions de dollars. Tu sais, tout ce positionnement fait du sens. Et oui, Montréal, tranquillement, pas vite, va délaisser la vieille façon de faire, tu sais, cette façon d'aller chercher les Divayo, les Nesta pour espérer remplir le stade. Ils voient que des stars, ça remplit le stade plus ou moins, à moins que tu aies un phénomène exceptionnel comme Didier Drogba. Mais la façon d'assurer une survie économique de l'Impact de Montréal, c'est pas nécessairement avec le guichet, c'est pas nécessairement avec des contrats de télé, c'est ce qui se retrouve sur le terrain pour que tu puisses aller avec le concept d'achat et vente d'une saison à l'autre. Moi, je trouve fascinant, c'est que ensuite, j'ai suivi la Ligue depuis 2012, là, puis comment elle a changé de visage, elle a changé de face, elle a changé de méthode en moins de 10 ans. Ils sont passés de Ligue A, nous, on aime les échanges et l'argent Monopoly a passé. Je pense qu'Atlanta United, c'était le déclic qui a fait que, genre, OK, on va acheter gros et jeune et pour revendre encore plus. Et je trouve ça assez fascinant. J'ai une question, là. C'est fascinant, c'est pas flou? La règle truc U22 là, c'est un bordel total. Mais c'est une orgie. Vous trouvez vraiment ça compliqué? Non, c'est complexe. Non, moi j'ai compris, perso. Mais pour les comptables là, ils sont en train de orgie là, ils sont en train de s'amuser là, puis. Mais là où tu m'as un peu perdu, Nilt, c'est sur le. Moi, je me suis dit, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir 3 DP et 3 Young DP? Mais là, c'est là où quand tu as dit non, puisqu'il y aurait peut-être des mécanismes d'équilibrage, c'est le seul truc qui m'a un peu perdu. C'est MLS style. Moi, ce que j'ai compris, si tu as 3 DP normaux, tu peux juste avoir un jeune. Si tu en as 2 DP normaux, tu peux avoir 1 ou 2. Selon leur âge. Selon leur âge, c'est un peu. Parce que j'aurais trouvé ça plus simple qu'il y ait des slots. Puis si tu veux les remplir, tu les remplis. Si tu peux pas les remplir, c'est ton problème. Mais ce qu'ils veulent pas, c'est qu'un gros club va chercher 3 stars en fin de carrière, plus 3 autres là, plus 4 autres TAM, puis qui se retrouvent avec un 11 blindé. Mais tu sais, certains proprios, c'est ça qu'ils veulent. Eux, les gros proprios, ils veulent exactement ça. Oui, tout à fait, exact. Mais quand on perd 4-0 à chaque fois contre ces équipes-là, ça devient... Tu sais, c'est une ligue fermée, donc tout le monde doit réussir. Il faut que le dernier soit pas si moche que ça. Ouais. Mais non, c'est un très bon point, Nilton. Puis belle question, Sid. Ce qui me ramène à cette question-ci, n'importe qui peut répondre. Par exemple, Alphonse Davies. Si Alphonse Davies est encore là, puis il reçoit ce contrat DP U22, là, je sais pas quoi, là. Il performe, il fait ses même 2 ans avec Vancouver, il performe bien et tout ça. Est-ce que sa revente est encore plus grande? Exactement. Ou est-ce que l'évaluation de Berne reste la même? Tu penses qu'il sera encore plus grand? Moi, c'est la première chose que j'ai pensé. C'est si on est capable de convaincre, parce que c'est compliqué, là. Si tu reçois un WhatsApp du Bayern, ça se peut que tu as envie de partir tout de suite. Mais si, mettons que c'est pas le Bayern, puis c'est juste Leverkusen qui t'appelle. Puis là, tu lui dis, you know what, reste encore, on va augmenter ton salaire. Puis nous, pendant ce temps-là, ça nous mais pas le problème, Nilton, c'est que même Leverkusen, il va dire oui. Vancouver, non, mais mon point, c'était plus impossible. Reste encore un peu, parce qu'au lieu de Leverkusen, ça va être Bayern. Tu peux te taper si c'est Augsbourg ou des trucs comme ça, mais les Non, mais même, t'es sérieux, man. Il va jouer en Bundesliga, man. C'est comme c'est un tremplin. Non, mais je veux dire, dans l'idée que ça soit un jeune de 19 ans, tu peux essayer de gratter une. Là, l'idée de Nilton, c'est simplement de gratter une seule année en lui disant. Mais même l'année,
Ouais, sérieusement, j'ai pris l'exemple de Davies. tu veux pas rater le train. Genre, Mais sérieux, Non, mais tu le rates. Non, Reg, tu le rates pas forcément. Les Tu le gars, rates pas j'ai forcément. pris l'exemple Pardon de Davies exprès. J'ai pris l'exemple de Davies exprès. Parce que Davies, il aurait pu partir Non, de l'académie. Tu ne le là. rates pas forcément. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu le rates pas forcément, je comprends pas. Non, je parlais à Reg que tu rates pas le train forcément en restant juste une année de plus. Si on s'entend que ce sont des équipes, la deuxième partie tableau, voire du bas de tableau d'une ligue, tu rates pas forcément le train en restant une année de plus à t'aguerrir dans ta ligue pour mais ça dépend de ta ligue, Julien, man. T'en connais beaucoup des transferts d'équipes d'Europe. Reg, on parle d'Alphonso Davies, des McKennie, Oui, donc quoi mais qu'il arrive, regarde, peu importe. ils l'ont le potentiel. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais Vas-y, Raj. moi, ce que je veux dire, c'est à partir de là, quand je te parle de train, c'est qu'il y a très peu d'équipes d'Europe qui vont faire leurs emplettes en MLS. Mais Donc, c'est ça qu'il parlait, Nils. Je suis d'accord avec toi. Il parlait de ce saut. Il le faut. Il faut qu'à un moment donné, les équipes européennes, elles se disent ah, il y a McKennie, il y a Alphonso Davies, ça y est, c'est une vraie ligue. Allez, on va aller faire nos emplettes là-bas. Et à partir de ce moment-là, là, tu pourras essayer de négocier avec ton joueur en lui disant hey, t'as 19 ans, t'inquiète pas, les scouts sont là, ils savent qu'on est une vraie ligue, ils savent qu'on est une vraie équipe, laisse-moi 1 an, je te mets à ton salaire maximal, tu flambes, et là tu pars peut-être même, mais il n'y a pas juste ces Augsbourg, choix. Mais pour, tu vois. Il y a aussi le kid qui a 15-16 ans, que tu veux jamais lui donner un contrat parce que de toute façon, il va pas jouer il va presque pas jouer. Et là, tu es capable tout de suite de lui donner un salaire, protéger ton actif. Et ça existe. Il y a beaucoup de joueurs qui quittent les académies de la MLS pour Bien sûr. ça. Mais et on n'est pas capable de dire au Brésil, en Argentine, c'est le modèle hein, pour les jeunes. C'est-à-dire qu'ils blindent ça. Après, encore une fois, le Brésil et l'Argentine, on est dans des championnats beaucoup plus relevés que la MLS encore. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que ça peut aller dans le bon sens. Parce que si tu crédibilises ta ligue, automatiquement, c'est très tu difficile. Vas pouvoir... Mais c'est très difficile. Le truc, c'est que... Non, mais j'ai pas envie de te dire c'est impossible. Il n'y a rien d'impossible. Mais... Pourquoi tu crois qu'au Brésil, limite un mec complètement lambda, genre un nobody, il peut être acheté parce la crédibilité. Il a l'étiquette, hein? Voilà, exactement. Oui, c'est ça. Non, mais un mec qui sort d'MLS. Mais je t'ai pas dit que c'était demain, Red. Je t'ai dit que. Ah non, mais demain, Julien, si on parle de. Moi, je te dis, c'est comme c'est quasiment. C'est un truc, c'est pas que c'est voué à l'échec, mais c'est comme c'est. Regarde. En tout cas, l'idée que je partage, Red, c'est que si tu ne le tentes pas, alors tu ne le seras jamais. Mais ça, il n'y a pas de problème. Des choses en place comme ça pour essayer, même si c'est dans 10 ans. Mais imagine-toi, la MLS, c'est une petite histoire par rapport aux autres ligues. Donc, je dis juste un mec comme Miguel Almiron, c'est un épiphénomène. C'est un mec, c'est comme il a été acheté. Non, mais Newcastle l'a acheté, il a mis 1 an et demi à mettre son premier but. Non mais ok, mais alors non mais je comprends pas ce que tu veux dire, Julien, en fait, parce que il faut quand même réaliser qu'il y a quelque chose. On a un Almiron qui a dominé la ligue, il a galéré à s'imposer à Newcastle. Moi je crois que genre comme ce qui se passe pour les jeunes, il y a un phénomène et qui est pas dû genre comme toi aussi, il y a un phénomène qui est chez les jeunes, c'est que t'as un hype très rapidement et que finalement soit t'es vraiment fort et t'es capable sur la durée de confirmer genre comme ce hype, et sur ces top talents, je dirais à la rigueur je te rejoins, il y a pas de problème, mais il y en a tu sais pas, ça se trouve là ils sont dans la fenêtre de leur vie, ils ont sur ces 10 matchs là ils sont jugés, il y en a qui y a un emballement parce que tu veux toujours aller chercher du jeune, etc. Si tu as une proposition, tu vas partir. C'est pas parce que ton club MLS va pouvoir s'aligner sur un salaire un peu plus élevé que toi tu vas pas profiter genre comme cette opportunité là. Et là je parle de la MLS, mais c'est déjà le cas en Ligue 1 par exemple. Voilà, c'est exactement voilà, c'est que genre comme c'est une réalité qui est celle du mondial. Mais on parle de deux choses différentes, puisque moi je prenais l'exemple de Sofiane sur des talents où on sait que ce sont des pépites, c'est-à-dire que on le voit à 19-20 ans déjà, il y en a qui sortent du lot. Effectivement, je parle pas sur des jeunes. Juste pour bien comprendre, sauf ta question, comme est-ce que dans le cas de figure, il existerait ce mécanisme, ça n'a même pas de sens. Là, c'est un mécanisme qui est d'acquisition, qui est même pas vraiment, c'est pas un mécanisme de rétention. Comme ça, c'est pour aller chercher vers l'extérieur. Non, tu peux signer tes homegrown players. Bah oui, tu peux signer. Donc là, par exemple, comme tu prends un cas de figure de Davies, donc là, on est en train de discuter sur le fait que donc Davies, à un moment donné, comme à la table, il y aurait eu Bayern de Munich et Vancouver qui dit attends, on va t'augmenter, reste, et Davies serait resté.
Mais pas pour le Bayern, c'est sûr que non. Voilà, merci. Non, pas pour c'est mon cas de figure. Mon cas de figure, dans le cas de Davies, si Davies avait un compte. Davies, quand il a bien chargé, il avait un contrat MLS. D'accord. Dans le cas de Davies, si Davies a un contrat de Under 22, où il fait un plus gros salaire, il donnera un contrat plus long, etc., est-ce que sa valeur de revente est encore plus grande? Ah, d'accord. Les salaires et tout ça. L'exemple parfait, c'est qu'il serait parti. Oui, mais l'exemple parfait, Bayern c'est décroche le téléphone, tu pars. Je suis d'accord. Parce que sinon on va parler pour rien, tu vois. Non, mais l'exemple parfait, c'est les gars de Philadelphie. Les gars tu leur dis, on va te caper, là, c'est 600 000, pars pas en Europe, puis si tu as une autre grosse saison comme ça, là, nous, on va te vendre peut-être le double ou 50% de plus, puis toi, tu vas aller tout de suite dans le top 5. Ouais. Oui, donc en fait, c'est un outil, ok, je comprends, un outil pour les clubs afin de pour pouvoir les deux. essayer de vendre. Essayer de vendre un win-win. Non, mais essayer de vendre un win-win. Genre, il y a des joueurs dont leur but dans la vie, c'était d'aller en Europe. À partir du moment où ils ont l'opportunité d'y aller, ils veulent y aller. Donc, genre, comme c'est pas forcément pour les deux, si t'arrives pas à convaincre adéquatement ton joueur, genre, comme c'est des questions de gestion de risque. Plus tu passes du temps, comme à partir du moment où t'as des offres concrètes, plus tu passes du temps dans ton club, et plus tu augmentes le risque que ton opportunité de partir ne soit plus là. Ça me paraît une évidence. C'est ça que je parlais c'est ça, en fait. le wagon, coche. En fait. Ouais. Parce qu'au final, vous prenez cette décision-là par le prisme uniquement personnel du joueur. Cette décision-là, elle s'arrime dans un projet de ligue. C'est-à-dire que quand ils font cette... mais j'ai une réponse à ce que tu viens de dire, vas-y. Non, mais quand Garber, il pense au DP de moins de 22 ans... Non, leur objectif, c'est qu'un Pulisic soit passé par une équipe, la MLS, et qu'il y ait une saison de MLS. Ok, mais ça, c'est complètement différent, là. Mais c'est le saut. C'est le saut de la crédibilité qu'ils veulent. Cette règle-là, c'est pour pouvoir lui donner, peu importe à l'âge qu'il pouvait, là, que ce soit à 15, à 16, à 17 ans, qu'on lui donne tout de suite ce contrat-là de 500 000 MLS. Et là, aujourd'hui, on ne parle pas d'un gars qui a été formé à Dortmund. On parle d'un gars qui a été formé à New York City. Tout à fait, je comprends. Sauf que, genre, comme à un moment donné, c'est de se réaliser que au moment où le père de Pulisic, il pense que son fils à 14 ans, non mais c'est qu'il y a une comparaison qui s'est faite entre son académie privée là où il était aux États-Unis. D'ailleurs, Pulisic, c'est resté un sacré robot là. C'était genre et il y a cette comparaison entre ça et l'Europe. Est-ce que c'était Dortmund directement? Je suis pas certain d'ailleurs même. Je pense que oui, c'est Dortmund. Dortmund directement. Elle est là la proposition. Et puis, genre, comme tu nous parles de ligue et de club, Jules, très bien. Mais les joueurs, c'est des petites entreprises. À la même façon que Thierry Henry, genre, comme il peut être à l'écoute d'offres et qui peut se barrer le lendemain et que le coach qui vient, qui s'assoit, qui te dit, tu sais quoi, je te mettrai au cœur de mon système et tu vas briller l'an prochain et reste avec nous. Ce coach-là, il peut se barrer s'ils font comme 5 matchs perdus. D'un point de vue du joueur, il y a une réflexion qui est effectivement de se dire, là, j'ai cette opportunité-là. Ça se trouve, j'ai bossé toute ma vie pour avoir cette opportunité-là. À quel point, comme les arguments comme de la Ligue, de Garber, comme vont tenir par rapport à moi, mon rêve personnel. Ce sont des petits PME. C'est un levier. C'est un outil. Non, c'est un outil en plus qu'ont les clubs. De la perspective des joueurs, il ne faut pas manquer cette vision. Non, je suis tout à fait d'accord, mais je veux dire, l'outil, il est opportun. Il est pertinent. Aujourd'hui, il est pertinent, je trouve. L'outil, il est pertinent et il fonctionnera. Et si tu veux que les gars, pour le saut de la ligue, etc., il fonctionne à partir du moment où tu as un gars qui est label MLS, lui qui est formé au club, je te parle. Moi, je te prends un exemple, un mec comme Chouanière. Okay, à partir du moment qu'un mec comme Chouanière, tu arrives à lui dire reste un an de plus, à la rigueur, lui, il peut avoir un sentiment d'appartenance. Et même là encore, s'il y a un club, mais même si c'est je sais même pas quoi te dire, genre, je sais pas, l'Union de Berlin, il va se barrer, mec. C'est ça que je veux dire. Un an dont tu parles, il va se barrer, les gars. Mais il y en a pas tant que ça. Regarde le cas de Jonathan David, là. Si un des 3 clubs canadiens arrive avec un contrat de 600 000 à Jonathan David, il part pas il est parti ou en premier à Genk, à Gantoise? À Bruges? Au Cercle.
À la Gantoise. C'est que je vais vous dire ça. Mais lui, c'est par exemple, À la mais Gantoise. lui, il a fait ses classes Oui. ici. Il n'y avait juste pas d'équipe professionnelle à Ouais, ce mais moment. Tu sais, c'est c'est- sûr Ouais, qu'il ouais. passe par une équipe de la MLS avant. Mais- Il faut que ces joueurs-là. Je suis d'accord, non, je suis d'accord. Je Mais, suis d'accord mais avec ça. Reg, cet outil d'acquisition de joueurs externes et de rétention de joueurs internes, c'est pas systématique. Julien, il est en train de dire que c'est systématique, tu vas les garder et, Ah et non. tu vas les revendre. Et c'est pas ce que Julien dit. Moi, je rejoins Julien. Son point, ce qu'il disait que c'est un outil de rétention et d'acquisition qui est bon. Ce qui est systématique, c'est pour les joueurs moins bons, ce qui sont quand même très bons, là, ceux qui sont presque des pros. Les prodiges, là, ils vont partir. À moins qu'ils sont loyaux et qu'ils se sous-estiment, puis ils vont signer ce contrat U22 là. Mais cet outil de rétention et d'acquisition, c'est pour espérer avoir un plus gros volume de joueurs internes et de joueurs externes que tu peux avoir sous le. C'est un outil qui permet de dire à l'agent. Attends, calme-toi. Attends, on voit pas trop le CV vidéo là. Juste C'est 2 ça. secondes. Laisse-nous en profiter un tout petit peu. Hein. Puis après, tu vas commencer à aller chercher. Mais tout à parce fait. que- parce que l'agent va écouter. Personne qui nous dit aussi, ça va aussi demander au club, et là je rejoins Reg par exemple, de se structurer dans le scouting. Parce que maintenant, il va falloir monter des vraies choses. Il va falloir investir là-dessus. Il va falloir aller voir ce qui se passe un peu en dehors. Et aussi, il va falloir construire ton académie. Parce que ton académie, ça devient plus simplement l'équipe des jeunes ou ton équipe B. Ça devient une pépinière, ça devient de l'argent, ça devient des produits. Et c'est du volume, Donc, tu vas avec du volume. Tu vas C'est pas vrai ce qu'il dit Gladman par rapport à. Ben oui, mais je veux dire, si tu as le choix de. Il a fait une interview il y a pas longtemps qui est sorti dans l'équipe justement et il dit, comme lui depuis qu'il est très jeune, son objectif c'était je vais aller jouer en Europe. Mais Donc c'est que tout je le monde, commence en mais si- Hongrie, que je commence en Belgique ou au Luxembourg. Je vais Si là-bas. on lui donne un contrat de 500 000 à 16 ans, là, il va dire oui, je vais aller en Europe, mais plus tard. Exactement. Voyons, C'est ça. C'est ça. Non, mais c'est ça. Tout à fait. Tout le monde veut aller en Europe, là, c'est sûr. Là. Il se peut, Reg, qu'il y ait des exceptions comme David, même dans 2 ans, qui va se dire moi, votre contrat est 500 000, non merci, je vais prendre 700 000 en Hongrie, puis il va le faire. Ah, mais je te le garantis qu'à 500 000 à 15 ans, il va dire OK, merci, papa. D'accord, je te rejoins. Juste qu'il y aura ces Après, c'est joueurs-là. intéressant de savoir combien un petit club, genre le Vitesse Arnhem, par exemple, en Hollande, il peut te donner quand tu as 16 ans. Moi, je sais pas. Moi, À la si- Gantoise, c'est sûr qu'il ne fait pas plus que 200, 300 000 là, quand il est. Même Ouais, Euro, mais c'est c'est beaucoup, ça le ça, truc. C'est ça le truc, c'est que j'espère que comme Ouais. s'il y a des jeunes qui nous écoutent, j'espère que tu vas prendre moins d'argent et aller quelque part où tu vas peut-être aller plus loin que prendre plein d'argent et te retrouver peut-être en MLS où tu iras nulle part. Tu vois, c'est ça aussi le truc. Tu sais, je comprends d'avoir ce gros salaire qui va te faire garder en MLS, mais au final, Ça si t'en dépend, prends... Reg, parce que si ton premier club c'est le STU à Bucarest en Roumanie et tout, est-ce que ça vaut le coup de partir de ta famille, de ton environnement, un temps d'adaptation? C'est un ensemble, Julien. Tu sais, rendu à un moment, gars, c'est comme... que je te dis, c'est un ensemble, Ouais, mais les gens, tu sais, je veux dire... Non, mais ce que je veux dire, ça c'est que c'est pas saurait binaire, si comme le tu foot dis, toi. était C'est mieux pas en binaire, Amérique comme tu du dis toi, c'est pas parce que ils vont accepter un plus gros salaire en MLS qu'ils vont louper quelque chose. Non, mais c'est pas ça, Julien, mais c'est juste comme ça serait là si le foot c'était mieux aux États-Unis que genre en Europe. Tu sais, rendu à un moment, il faut arrêter de. Oui. Non, mais mais il y a ça, des gars qui sont revenus aussi d'Europe. Là. On en a des exemples ici à Montréal. Là. Je veux dire. Oui, bien sûr. Broguillard est pas revenu. je sais pas, C'est Bernier. pas un niveau qui correspond à tout le monde aussi. Et Bernier, il est parti, il joue en Norvège, il a été en Allemagne, il a joué en D2 en Allemagne. Tu sais, c'est comme rendu à un moment, it's better over there, so you want to go there. Mais maintenant, oui, mais est-ce qu'on peut peut-être en reparler dans 10 ans quand ces leviers sont mis en place? Il faut faire des choses pour essayer de progresser de toute façon. C'est sûr que maintenant, oui. Le débat, c'est que la Ligue, elle veut survivre. Elle va avoir que son argent, elle ne peut pas avoir 60 clubs. Là. Il peut avoir des expansions pour encore 20 ans. De toute façon, c'est comme... leur source de revenus. Non, c'est ça. Mais de toute façon, donc ils n'ont pas le choix. De toute façon, pour clore un petit peu ça, c'est comme tous les outils de la ligue. Il y en a qui vont l'utiliser, d'autres qui vont pas l'utiliser. C'est pas attention, faut pas non plus parce qu'il y a eu ça que tout le monde va faire ça ou que dans 10 ans le foot aux États-Unis sera meilleur. Ça, je pense que c'est des discours. Il y a une réalité. Tout le monde ne s'arrête pas et voilà MLS progresser. Comme chacun fait ce qu'il veut pour rester au niveau où il est. Donc, mais c'est clair que je crois que ce sera beaucoup plus utilisé à des fins de levier tremplin pour de la CONMEBOL ou de la CONCACAF vers la MLS que pour
retenir ta pépite du centre de formation. Et là, je crois qu'il y a plein de clubs sud-américains. Là, en fait, tu sais, quand tu dis que le montant de transfert il est illimité, après, tu vas t'arranger pour le salaire avec ton joueur, mais si tu sors le bon montant, le club sud-américain, il le vend. Eux, leur modèle, il est vraiment dans ça. Moi, je te vends, je me débarrasse et on va créer un autre joueur. Et en termes de volume, ils vont se taper 10 Almiron. Ils vont viser 10 Almiron. Ils vont viser peut-être il y aura peut-être 2-3 Jonathan David et Alphonso Davies en moins bon à l'interne. Donc, c'est question de volume. Ils vont en profiter parce qu'ils ont du volume, alors que le Canada, il y a beaucoup moins de volume. Merci beaucoup. C'est pour répondre plus à des gens là. Balou, c'est pas qu'il a été pistonné là, mais comme Balou, ça l'a pas rendu service du tout. C'est comme Balou, j'ai des reports puis sûrement Newton me dira, il était catastrophique. Genre au Barça B, genre c'était un des pires joueurs. Genre, est-ce que s'il était resté plus longtemps, j'en sais rien, mais ça l'a pas rendu service du tout, quoi. Donc à mon avis, on sait toujours pas qu'est-ce qu'on a fait comme cash avec Balou. C'est pas très très clair. C'est l'opération la plus obscure de tous les temps. Merci beaucoup Nilt, en tout cas pour ce cas de figure franchement très intéressant.